Alors d'abord, merci de m'accueillir. Je voulais venir parce que je pense que c'est un défi majeur, et comme j'étais à Paris aujourd'hui, mon déplacement était reporté, je me suis dit c'est à moi de venir pour vous saluer, vous remercier de tout ce que vous faites, et je pense que c'est aussi bien que vous voyez direct l'original plutôt que la copie, même si je suis peut-être moins compétent que la personne qui devait venir. D'abord sur l'Essonne, je vais vous dire, moi je ne suis pas un élu rural parce que j'étais dans le nord de l'Essonne, mais j'ai quand même vu les difficultés de déploiement, même si hier dans ma ville, nous avons fait un partenariat exceptionnel avec Orange à l'époque, puisque je crois qu'on a été la première ville avec du très haut débit, de la fibre, et on avait fait un partenariat, et ça m'a fait penser en lisant votre papier, c'était vous, hein, voilà, je vous ai embêté, hein. Mais on a un partenariat, c'est-à-dire que moi je m'occupais comme maire de faire en sorte que les copropriétés et leurs assemblées générales très tôt, pour qu'en fait, au fur et à mesure du déploiement, et je pense que madame peut témoigner, au fur et à mesure du déploiement, eh bien, les abonnements, ou les inscriptions, ou les, comment on appelle ça, je suis fatigué, arrivent vite, et qu'il y ait une parfaite synchronisation entre toutes les copropriétés de la ville, 30 000 habitants, et on a fait un truc que je crois exceptionnel, et qui a permis à ma ville d'être d'avoir très haut débit, bah, je sais pas, 4-5 ans avant les autres, de mémoire, peut-être, enfin je suis un peu prétentieux, mais c'était pas mal quand même. Je remarque quand même que selon les opérateurs, c'est pas la même chose. Voilà, pour être très franc. Selon les opérateurs, c'est pas la même chose. Je remarque que personne ne comprend rien à votre organisation, mais je vais en parler. Je remarque que ça ne marche pas aussi bien qu'on le dit. Et je remarque qu'il y a un défi majeur d'équilibre du territoire, mais je vais vous en parler. Ça me paraît être aujourd'hui le problème numéro 1. Voilà. Merci pour cette introduction. Je vais récupérer votre micro et vous inviter à passer au pupitre. Et jusqu'à 9h40, vous allez, enfin maximum, vous allez... Moi, je ne vais pas vous faire un exposé ex cathedra pendant 30 minutes. Voilà, mais jusqu'à 9h40, vous nous racontez les grands axes de votre politique numérique dans le cadre de votre programme. Et ensuite, il y aura... 9h40, oui, je croyais qu'il était... Mais oui, non, oui, j'avais compris. Et donc ensuite, il y a une question qui vous sera posée. Oui, bah, c'est très bien. Et voilà, et on sera dans ce dialogue jusqu'à... jusqu'à 9h55. Parfait. Parfait. Monsieur le député, c'est à vous. Je ne vais pas être trop long. Non, je souhaitais venir parce que, en vérité, je pense l'avoir vu assez tôt, par rapport à beaucoup d'autres. Ça fait 10-15 ans que je suis absolument convaincu qu'on fait des fixations sur les réseaux TGV, et c'est très bien que l'on s'occupe, on passe une énergie colossale sur les grands réseaux d'infrastructures de notre pays, et qu'on aurait peut-être pu faire autrement, ou du moins qu'on a sous-estimé, en tout cas dans les responsables publics et au niveau local, souvent l'importance du numérique. Maintenant c'est fait, tout le monde a compris, avec la crise du Covid, l'importance des besoins. Je ne vais pas vous refaire des grandes généralités, j'ai lu votre document, vous connaissez ça par cœur, ça n'a pas un intérêt fou. Si ce n'est que pour moi, et j'avais déjà mis en 2017, j'étais venu vous voir, je me souviens, j'avais déjà mis un projet de 5 milliards d'euros pour mettre le paquet sur le numérique, parce que je vois les chiffres, mais quand on compare les chiffres, on met 30 milliards d'euros dans le Grand Paris. Honnêtement, j'ai toujours été contre, parce que je pensais que cet argent, il fallait bien sûr faire des tramways, faire des couronnes, etc. Mais est-ce qu'une partie de cet argent n'aurait pas pu être mis en place pour investir massivement dans un grand plan numérique français égalitaire? Bon, on ne l'a pas fait, c'est ainsi. On se fixe sur les TGV, etc. Donc moi j'ai toujours pensé qu'il fallait garder une somme de 5 milliards d'euros pour accélérer la mise en place d'un réseau numérique égalitaire. Quand je dis égalitaire, je ne mésestime pas tous les efforts qui ont été faits avec les différents gouvernements, et ils existent réellement, il y a eu des progrès immenses, très bien. Mais quand je lis les documents, et j'ai repris d'ailleurs la presse, vous êtes très bon en lobbying, quand je lis les documents, en fait j'ai une inquiétude, c'est que bien évidemment dans les métropoles, bien évidemment dans des villes, il y a eu d'énormes progrès, les réseaux ont été tirés et on voit une vraie amélioration. Pour autant, je pense qu'avec l'enjeu de 2030 et la disparition du réseau unique, si je puis dire, on a un défi absolument colossal encore. Et je vois beaucoup de responsables politiques qui disent en gros, bah, c'est fait, c'est fini, on a trouvé la martingale, ça fonctionne, etc. Moi je suis un peu plus pessimiste, ou un peu plus inquiet.
Bien sûr, si on considère qu'il y a 80% des Français ou 90% des Français qui sont d'un côté, qu'il y en a 10-15%, notamment dans tout le milieu rural, qui n'ont pas le droit au même service, on peut considérer que ça fonctionne. Maintenant, je pense que le vrai défi pour les 5 ans à venir, il est double. Premier défi, comment on termine et comment on prend de l'ampleur pour la mise en place de la fibre optique partout sur le territoire. Et pourquoi je vous dis ça et pourquoi ça a peut-être plus d'importance encore qu'il y a 5 ans, c'est qu'il y a un mouvement de retour lié à la crise du Covid, mais pas seulement, lié à l'usure d'un modèle métropolitain où on entasse les habitants dans des zones où en fait ils ne sont pas heureux de vivre, où les loyers sont chers, où la flambée immobilière des prix de l'immobilier fait qu'ils ne peuvent pas se payer des appartements corrects. Et donc on a bien vu, la crise Covid n'a été qu'un détonateur d'une volonté des Français de retrouver leurs racines, de repartir à la campagne, de revivre autrement. Et la fibre, le très haut débit, est un atout exceptionnel pour notre territoire, est une chance inouïe de profiter d'un des plus beaux pays du monde, de pouvoir travailler. Pourquoi va-t-on travailler? Pourquoi on a des prestataires informatiques à Goa, à Madagascar ou ailleurs à l'île Maurice? Et pourquoi on ne pourrait pas travailler de chez soi, en Lozère, dans la Creuse, dans notre pays magnifique? J'ai beaucoup circulé pour la recherche des parrainages, qui fut un rude problème. J'avais jamais fait autant de déplacements en province, 82 déplacements, mais vraiment dans la France profonde. On ne peut même pas téléphoner dans notre pays. Comment un investisseur peut venir investir une usine ou une entreprise ici ou là quand il y a des zones blanches partout? On nous dit, je lisais les documents, il n'y a qu'1% des Français qui n'ont pas le téléphone. Mais c'est pas vrai, parce qu'en fait, il y a 10% du territoire. Et vous pouvez avoir le téléphone dans une ville moyenne, si quand vous vous déplacez pour aller à 3 km, ça coupe, je l'ai expérimenté. J'ai fait 82 déplacements, j'ai pas pu passer une communication téléphonique continue dans ma voiture. Non mais ça paraît, c'est parce que faut vraiment aller sur le terrain. Et j'étais moi-même surpris alors que je connais ces problématiques. Donc, ce que je dis, c'est que pour moi, l'objectif absolument fondamental, c'est de savoir avec vous, j'ai pas la solution unique, mais avec vous, comment on fait concrètement pour couvrir l'ensemble du territoire, que ce soit en téléphonie mobile, on est au Moyen-Âge, dans l'Orne, on est au Moyen-Âge, dans quantité de départements. Comment on fait pour que, enfin, dans notre pays, on puisse téléphoner partout? Premier point. Deuxième point, comment on fait pour qu'on raccorde? Certains conseils départementaux ont fait des dépenses importantes, de millions d'euros, et vous le savez. Et puis après, on nous dit, les maires me disent, mais on ne peut pas raccorder. Alors pourquoi, comment, les opérateurs, je ne sais pas. Mais j'ai eu énormément de plaintes des maires ruraux sur ce fonctionnement. Donc moi, la seule chose que j'ai envie de vous dire, et c'est pour ça que je voulais venir personnellement, c'est parce que il y a toute une partie du territoire qui est abandonnée. C'est une des plus graves crises spatiales, géographiques, françaises, aujourd'hui. On ne parle jamais de ces territoires. Je veux absolument en parler. Je voudrais qu'on ait la chance de permettre aux Français de vivre où ils le veulent. Il y avait un vieux slogan communiste, vivre et travailler au pays, mais je le reprends totalement parce que le numérique donne cette chance inouïe, et peut revoir tout, réduire des coûts considérables de fonctionnement. Je reviens à ce métro du Grand Paris, qui est surdimensionné d'ailleurs, et parce qu'on peut redistribuer l'emploi, on peut fonctionner dans une économie différente, dématérialisée, beaucoup plus intéressante, et utiliser le progrès, mais au service de l'homme. Alors, de grâce, comment on fait? Si j'avais la réponse, je serais malhonnête parce que je ne suis pas assez compétent, j'ai lu tous vos papiers, je suis depuis un certain nombre d'années, mais je m'y perds. Alors, deuxième point, comment on fait? La seule chose que je sais, et ce qui m'a intéressé dans votre document, c'est quand vous parliez de la pérennité des réseaux. Parce qu'en fait, c'est ce que je ressentais intuitivement, mais je n'en avais pas la certitude. C'est-à-dire, comment on fait avec ce truc de briquet de broc qui a été mis en place depuis 15 ans, les appels à projets, les machins, les trucs, les opérateurs. Comment on fait? Est-ce qu'il ne faudrait pas un réseau national que les opérateurs louent par une redevance? Mais comment on fait? Parce qu'en fait, on a vécu sur un réseau France Télécom unique depuis pendant tant d'années, et on n'a pas compris qu'il y avait une péréquation exceptionnelle. Comment vous recréez une péréquation? Voilà. Je n'ai pas la clé. Je serais heureux d'en discuter avec vous. Mais c'est ça l'enjeu. Parce que là, chacun tire ses fils, chacun pense prendre un bout de gras sur l'autre, l'État vous donne de l'argent en se disant s'il pouvait payer un peu, voilà, et puis ça avance, ça brinque-balle. Ça avance, vous faites des efforts considérables. Comment on fait après pour assurer un réseau numérique
solide, entretenu, en tout point du territoire, un service universel. Est-ce qu'on est capable de le faire, franchement? Et quand j'ai lu dans votre document, je ne sais plus où, que vous en mettiez une des priorités, la pérennité du réseau, ça me paraît fondamental. À cela s'ajoute, je suis un peu dans le désordre, mais je vous dis ce que j'ai un peu sur le cœur, tant pis. À cela s'ajoute la question de la souveraineté, qui est fondamentale, et on le voit avec l'affaire ukrainienne. Moi, je veux vous dire, il n'y a pas besoin, quand on est en attaque, par rapport à la défense, il n'y a pas besoin d'avoir une armée gigantesque. Hein. Vous détruisez les principaux clouds d'Europe, vous mettez à bas toute l'économie européenne. Est-ce que vraiment nos réseaux sont sûrs? Est-ce que les clouds sont organisés correctement? Est-ce qu'on s'est préparé à des attaques surprises? Et je ne parle pas seulement des cyberattaques. Là aussi, je pense qu'on est extrêmement en retard par rapport à d'autres pays, et d'autres pays plus petits que nous. Je pense à la Suisse, qui est assez bien organisée. Donc là-dessus, je pense que c'est une priorité absolue. Enfin, il me paraît essentiel, et là c'est complètement différent, par les réseaux, couvrir l'ensemble de la France, trouver un système durable de péréquation. Pourquoi pas un réseau national unique que vous louez, que les opérateurs louent, parce que, juste une petite parenthèse, la collectivité publique peut payer, mais il y a un moment où il faut que le système soit autonome financièrement. Et il faut que les profits que vous faites dans les zones urbaines eh bien, redescendent vers les pertes que vous ferez dans les zones rurales. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. Donc il faut réinventer la péréquation à plusieurs. Et c'est ça la difficulté. Je n'ai pas encore la solution et bien évidemment, ce n'est pas moi qui vais vous la donner là, comme ça aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait, en tout cas moi si j'étais élu, je ferais des états généraux du numérique. Je mettrais à plat tout pendant 6 mois. Je verrai exactement les transferts financiers, je ferai une comptabilité analytique de tout le monde, et à partir de là, on prendrait des décisions collectives, avec un plan à 10 ans. Mais pas ce système, parce que j'ai vu, et j'en ai entendu parler, alors ça s'appelle comment? C'est des termes très techno, enfin pseudo-techno-moderne, commercial, ce qu'on a dans tous ces documents. C'est marrant parce que je vois tous les documents, Alors vous avez tous les mêmes cabinets d'études, sans doute, mais c'est toujours les mêmes mots qui reviennent. C'est très intéressant. On va faire une thèse, alors il y a toujours un peu d'écologie, parce que ça fait bien, il y a un peu de tout. Mais en vérité, il y a un truc très intéressant, c'est où j'ai oublié. Bon bref, je ne vais pas vous embêter avec ça, vous connaissez par cœur. Donc, je pense qu'une fois qu'on a fait ça, le deuxième point fondamental, alors ça oui, pardon, il faut bien sûr un ministre du numérique, mais pas un vrai ministre du numérique, c'est méchant ce que je vais dire, parce qu'ils font ce qu'ils peuvent, etc. Mais c'est pour moi un vrai ministère de l'aménagement du territoire. Et ce ministère de l'aménagement du territoire doit avoir une composante numérique, au même titre que les réseaux TGV, au même titre que la desserte aérienne, au même titre, puisqu'il n'y a pas de pensée globale d'aménagement du territoire dans notre pays aujourd'hui. Et c'est là où on aura une vraie vision globale. Donc oui, un ministre, peut-être pas spécifique du numérique, parce que je me méfie des ministres trop spécialisés qui n'ont pas l'influence qu'il faut auprès du Premier ministre ou du Président. Je préférerais un ministère de l'aménagement du territoire avec quelqu'un qui a une vision du numérique au même titre qu'un réseau TGV, au même titre qu'un réseau autoroutier. Et cette question des réseaux, elle est fondamentale pour l'équilibre du territoire, l'égalité, l'indépendance du pays. Le deuxième point complètement différent qui me paraît important, c'est l'usage. C'est l'usage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait et comment on forme nos concitoyens et comment on fait pour que, je dirais, entre 20 et 30% de la population qui n'a pas l'usage du numérique, qui n'est pas familier, puisse être formée, comment à l'école on apprend ce nouveau langage en vérité, ce nouveau média. Et là, j'aimerais qu'on ait un peu d'avance, qu'on respire, qu'on aille voir ce qui se fait en Corée, qu'on aille voir ce que j'avais vu à Singapour il y a un certain nombre d'années où j'avais été voir. C'est-à-dire que cette révolution numérique, elle ne soit pas simplement pour une France toujours à 2 vitesses. Parce qu'en vérité, c'est ma conclusion, on est les meilleurs dans certains domaines, mais on a une France avec 2 skis qui s'écartent. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que tous ces investissements numériques puissent profiter à tous. Quand je dis à tous, ce n'est pas simplement aux habitants, c'est aux PME. J'ai vu énormément de petites entreprises en province, dans des territoires ruraux, qui sont en retard de 15 ans par rapport à cela. Et il n'y aura pas de compétitivité nationale si l'ensemble du tissu économique ne monte pas dans le train. Mais comment monter dans le train quand vous n'avez pas de branchement? Comment monter dans le train si vous ne pouvez pas téléphoner quand vous sortez de votre village? C'est pas possible. Donc on va avoir un désert avec des métropoles.
c'est absurde en termes de fonctionnement. Donc là aussi, l'usage, formation à l'école, vrai rôle des chambres de commerce, faudra en parler. Comment on fait dans tous les secteurs de l'économie. Et puis aussi dire aux services publics qui ne profitent pas du numérique pour continuer à envoyer balader les Français, c'est-à-dire que le numérique c'est le parfait moyen de continuer à fonctionner sans rendre de compte, en se réfugiant derrière des procédures que personne ne comprend et auxquelles ne peuvent pas accéder les plus fragiles d'entre nous. Donc j'aimerais vraiment que là-dessus, on ait un vrai effort dans tous les domaines qui exigent une formation. Et ça passe par l'éducation nationale. Merci beaucoup, monsieur Dupont-Aignan. C'était un peu désordonné, je m'en excuse. Hein, mais on a bien compris que vous reteniez presque la proposition consistant à avoir un véritable ministère du numérique. J'ai bien dit presque, avec les réserves que vous avez indiquées, et aussi la nécessité d'un montage financier, une péréquation, en vue d'assurer une pleine et entière couverture du territoire, que vous avez renvoyé à l'assistance sous forme de questions. C'est comment on fait, c'était un peu la question qu'on avait. Il y a ici une question de la salle qui va... Si je vous disais ce que j'aimerais faire, sur ce titre. Moi, je pense qu'il faut un réseau national, il faut nationaliser un réseau, avoir un réseau unique, et après les opérateurs le louent. Ça, c'est mon sentiment. Maintenant, est-ce qu'on peut le faire? Comment sans se lancer dans des choses très compliquées? Mais je pense qu'à terme, je n'ai toujours pas compris pourquoi on n'avait pas projeté. On peut avoir des opérateurs privés de télécommunications, très bien, et il suffit qu'ils louent un réseau et qu'il n'y en ait qu'un, et qu'il soit bien entretenu. On pourrait imaginer un groupe en intérêt économique entre tous les opérateurs français. Enfin, on peut imaginer plein de choses. Mais je n'ai toujours pas compris l'intérêt de tirer des fibres différentes selon les opérateurs dans des zones urbaines, d'en avoir plusieurs et d'en avoir aucun dans d'autres endroits. Mais c'est peut-être parce que je ne suis pas compétent et je suis très prudent dans ce que je veux vous dire. Voilà. Mais si c'était moi, c'est ça que je proposerais. Donc une question de la salle qui vous invitera peut-être à revenir sur des choses que vous avez déjà évoquées. Oui, bonjour Monsieur Dupont-Aignan et merci encore au nom d'Infranium d'avoir accepté de venir échanger avec nous ce matin. Alors la question qui était prévue, et je pense que vous y avez en partie répondu, mais je vais néanmoins vous la reposer peut-être d'une autre manière. Votre programme, et vous l'avez largement évoqué ce matin, met l'accent sur cette fracture numérique, sur toutes les inégalités qu'elle crée. La crise du Covid nous l'a bien montré, vous l'avez rappelé, qu'il s'agisse de l'accès au télétravail, de la téléconsultation, mais aussi tout simplement l'accès à la connaissance. Et notre question, c'était de savoir quelles sont vos propositions. Alors, on en a compris certaines, peut-être provoqueront certaines réactions dans la salle, certainement. Moi je représente Eutelsat, qui est un opérateur satellitaire qui s'adresse très directement à ces zones blanches dont vous parlez, qui effectivement peuvent être coupées du mobile et du fixe parfois, même si ce sera de moins en moins ça concernera de moins en moins de foyers. Quelles seraient vos propositions pour justement accélérer la connectivité des Français dans ces zones qui sont aujourd'hui, effectivement, qui sont en attente de chercher à capter, j'allais dire, l'attractivité des territoires ruraux qui, avec la crise, attirent et qui en même temps sont là dans une situation où ils devront encore attendre un moment que la fibre n'arrive jusqu'à chez eux. Je ne sais pas si vous pouvez nous apporter. En fait, c'est pour ça que je suis venu. Ce qui est intéressant dans ce genre d'échange, c'est qu'on apprend aussi en lisant vos documents, en travaillant un peu ça. Moi, je pense qu'il faut le retour de l'État. Et quand je dis l'État, c'est pas l'État tatillon, c'est un État stratège. Voilà. Donc, l'État stratège, comment on fait, justement? Et on devrait, plutôt que de faire confiance aux collectivités, parce que les pauvres collectivités, elles font ce qu'elles peuvent, mais c'est désordonné. Il y a un autre point que je voudrais dire aussi, que j'ai pas dit. Pourquoi je voudrais faire des états généraux où on met tout à plat? Parce que j'ai l'impression qu'il y a certains opérateurs qui profitent des autres. Que tout ça a fonctionné en roulé-boulé, si je puis dire. Et qu'il n'y a pas de jardin à la française. Voilà. C'est pas organisé, ou du moins c'est organisé au profit de certains au détriment d'autres. Donc voilà, j'aimerais qu'on mette tout d'aplomb. Et par exemple, on se dise, après il faut le dire, on peut pas, le coût marginal de la fibre dans certains territoires est tellement exorbitant qu'on paye une autre solution. Et à la rigueur, cette solution, on la fait payer par tous les opérateurs qui gagnent de l'argent dans les zones urbaines. Enfin, je ne pense pas que ce soit sorcier de mettre tout le monde autour de la table, de faire un calcul simple analytique et de savoir qui gagne quoi. Mais il n'y a aucune raison. La difficulté dans cet exercice, c'est que l'État dit il n'y a aucune raison que je paye alors que les opérateurs font du profit, et les opérateurs font du profit et préfèrent le garder pour eux que de le mettre dans les zones rurales. Bon.
Et face à ça, qui dit vrai, qui dit faux? Vous devez faire du profit, parce que sinon le secteur économique ne va pas marcher, mais il ne faut pas abuser. Et surtout, il ne faut pas qu'il y en ait qui soient le passager clandestin des autres. Or, j'ai eu l'impression qu'il y a eu beaucoup de passagers clandestins depuis 10 ans. Voilà. Donc, j'y connais pas grand-chose, mais je ne suis pas complètement idiot. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Dupont-Aignan. Je vais vous inviter à rejoindre Aubin Bernard pour aller en